Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus m'écouter aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien au Polyglot Gathering. Hem, pour tout d'abord, pour ceux et celles qui me connaissent pas déjà, je me présente un petit peu. Je m'appelle Luc et je suis polyglotte d'origine britannique. Donc, je m'excuse, un peu en amont à mes chers amis francophones natifs, si vous entendez des petites erreurs en français. Même si ma langue maternelle est une des langues les plus répandues dans le monde, je suis passionné par l'apprentissage et la protection des langues minoritaires, l'élimination de la glottophobie et la création de sociétés diverses et plurilingues. Et je pars d'un principe qui est très très simple, que toutes les langues sont égales, petites et grandes. Même si, je passe beaucoup de temps à apprendre des langues, et bien sûr, comme vous tous, et toutes, à ne rien faire sur les réseaux sociaux. J'ai aussi, le temps de travailler. Je suis, le directeur adjoint d'une école de langue française qui accueille, des apprenants du français des 4 coins du monde et on prépare des séjours, linguistiques intensifs. Je me suis installé à Lille, dans le nord de la France, il y a à peu près 5 ans et comme vous le verrez bientôt, Lille est la ville principale de la région flamande en France. C'est un petit coin dans le nord de la France, historiquement néerlandophone, avec une identité régionale qui est plutôt, prononcée. Les nordistes sont généralement des gens très, très fiers, surtout de leurs origines picardes et flamandes, mais de leur langue, ils sont un peu moins, fiers. Je m'excuse, auprès des flamands belges qui seraient avec nous aujourd'hui pour la provocation avec la dernière phrase, sur mon slide. Het spijt me voor de provocatie. J'ai mis ça, c'est une petite blague. On dit en France, que Lille est la capitale des Flandres, mais je pense que nos amis belges ne sont pas très d'accord. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des langues régionales de France et de leur déclin. Un sujet qui est peut-être un peu déprimant pour entamer le week-end. Quand je dis langue régionale, je me réfère uniquement aux langues, régionales de la France métropolitaine, dont l'usage est souvent antérieur à celui du français en France et pas aux langues étrangères parlées tous les jours en France. Par exemple, l'anglais pour le business et l'arabe, par exemple. Bien qu'il s'agisse d'un thème, très, très sérieux, qui me tient à cœur et qui me passionne énormément, j'essaie d'expliquer au plus simple, de ne pas trop me perdre dans les détails et de garder l'esprit un peu léger, un peu optimiste et de vous faire rire un peu pendant cette petite présentation. J'insiste sur le fait que je ne suis pas ni linguiste ni chercheur, mais je lis beaucoup et je réfléchis beaucoup aussi, surtout en vélo. Ici, c'est plat et sous la douche. Les informations que je vous présente aujourd'hui ne sont que le produit de mes observations et de mes réflexions sur l'avenir de la diversité linguistique en France et rien plus. Je vais bien sûr éviter d'expliquer pourquoi, les langues deviennent minoritaires en général et pourquoi nous devons les sauver et les apprendre. Comme nous sommes tous et toutes des polyglottes, nous connaissons déjà la réponse à cette question. Et aussi, le linguicide est une réalité dont nous sommes très conscients. Donc, on va essayer de rester positif et ne pas trop se perdre dans les détails. Et bien sûr, je laisserai un peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions.
Cela dit, quand on parle de langue régionale avec les Français et avec les Françaises, le pessimisme et le manque d'espoir se sentent très vite. Nombreux sont ceux qui pensent que la plupart des langues régionales sont déjà mortes et sont ayant irréversiblement disparu et que, entre guillemets, la langue française a gagné. Par exemple, j'ai publié ce petit tweet sur le Polyglot Gathering online il y a quelques jours et voici la première réponse que j'ai reçue. Cela dit tout ce qu'il faut savoir. Et dans une certaine mesure, ils ont raison d'être pessimistes. La réalité des langues, régionales en France n'est malheureusement pas très belle. Il existe aujourd'hui une vingtaine, de langues régionales en métropole, voire plus, ça dépend comment on les compte et il n'y a vraiment aucune d'entre elles qui prospère. Quand je dis prospère, c'est-à-dire qui bénéficie de plus que 500 000 locuteurs. Pour toutes les langues, le nombre de leurs locuteurs en France s'est écroulé au cours des derniers siècles et cette tendance ne fait que s'accélérer malheureusement en ce moment, au fur et à mesure que les locuteurs les plus âgés meurent et emportent avec eux leur langue, leur tradition, leurs connaissances. Euh, Toutes les langues régionales en France sont malheureusement considérées sérieusement en danger ou en situation critique par le fameux livre rouge de l'UNESCO. Les raisons pour lesquelles une langue meurt sont nombreuses et complexes. Accélérées et aggravées par la globalisation linguistique, la technologie et l'absence de parcours d'apprentissage, la perte d'une langue minoritaire n'est jamais imprévisible et soudaine, et l'alarme se déclenche plusieurs années avant que la situation ne devienne critique. En France, c'est principalement l'absence de volonté politique et l'absence d'adaptation de la législation qui fait que les langues minoritaires se battent aujourd'hui pour leur vie. Alors, d'abord, on va passer aux choses sérieuses. Voyons ce que prévoit la loi en matière, de langue minoritaire en France. Tout d'abord, la Constitution. La Constitution, c'est l'ensemble des lois fondamentales françaises et la Constitution exclut les langues régionales. Le deuxième article de la Constitution française énonce les principes fondamentaux de la République et la forte relation entre la langue française et l'identité nationale. Le français, seule langue nationale d'enseignement, des échanges et des services unifient tout le peuple français et est un élément fondamental d'une république indivisible. En imposant le français comme langue de la République, il interdit en effet à l'État d'utiliser une autre langue que le français pour communiquer avec les citoyens, enseigner les enfants et aussi fournir des services publics, etc. Et ça fonctionne très très bien. Les Français sont connus pour leur fierté, la protection et la promotion de leur langue partout dans le monde. La langue française, comme le pain, comme le fromage, est symbole et synonyme de la France. La Constitution veut faire croire que la carte linguistique de la France ressemble à celle que vous voyez à gauche sur votre écran.
Et aussi, on demande à la plupart des Français, c'est la droite et la carte qui mieux reflètent la plus grande inquiétude linguistique dans ce pays. La viennoiserie est vraiment un sujet qui divise par ici, un peu plus que les langues régionales même. Mais ce n'est pas le cas. On va maintenant voir la vraie carte des langues régionales et de la diversité linguistique en France. Les croissants sont bien présents sur cette vraie carte comme vous allez voir. Et voilà, vous pouvez voir ce qu'on appelle les parlers du croissant qui fait référence à la forme de la carte au milieu. Là, vous voyez au milieu et à des parlers du croissant. Ça fait référence à cette forme et pas à la viennoiserie. Mais plus sérieusement, ces deux cartes quasiment identiques représentent plus justement la vraie diversité et la richesse linguistique de la France. Si on ignore un peu les langues régionales parlées dans les quatre extrémités de la France et qui sont antérieures à l'époque romaine, le breton en Bretagne, une langue celtique, le basque dans le Pays basque, dans le sud-ouest, l'alsacien en Alsace, à côté de l'Allemagne, le catalan en Catalogne du Nord, dans l'extrême sud, et le flamand sur la frontière franco-belge, là où j'habite. Il nous reste à peu près une France coupée linguistiquement en trois zones. On a les langues d'oï, qui sont les langues dans le nord. On a les langues d'oc dans le sud. Et on a aussi le franco-provençal qui est à côté de Lyon et à côté de la Suisse et dans les montagnes de l'Est. On a aussi bien sûr la Corse qui est une île à côté de la Sardaigne qui fait partie aussi de la France métropolitaine. Et comme vous pouvez voir aussi sur la première carte, la carte à gauche, il y a aussi beaucoup de diversité linguistique dans les territoires d'outre-mer, par exemple la Martinique et les créoles réunionnais et polynésiens. Ces trois groupes principaux pardon, de langues viennent du latin populaire quand les Romains occupaient la Gaule et remplaçaient les langues locales. Leur développement du latin standard variait en fonction de leur proximité avec l'actuelle Italie, parlée par une population plus romanisée. Les langues d'oc dans le sud sont plus proches du latin vulgaire, et éventuellement du catalan d'aujourd'hui et aussi de l'espagnol. Les langues d'oï étant plus influencées par les invasions germaniques du Pays-Bas et de l'Allemagne et sont un peu moins influencées par le latin qui venait d'Italie. Les langues d'oc dans le sud sont maintenant les variantes actuelles de l'occitan, comme par exemple le gascon à côté de Bordeaux et le provençal dans la région marseillaise. Les langues d'oï de nos jours sont les langues sœurs et les plus proches au français, le français standard, comme le gallo qui est parlé en Bretagne, le picard dans le nord, le wallon en Belgique et aussi le normand en Normandie et sur les îles anglo-normandes. Dans une zone d'une centaine de kilomètres autour de Paris, une langue parisienne se développait parmi la bourgeoisie, qui était un mélange sophistiqué
de tous les dialectes, de toute la France du Nord. C'est ce variant des langues du Nord qui a su s'imposer et que nous appelons aujourd'hui le français est la langue, la seule langue officielle de la France. Bref, le français d'aujourd'hui est une langue dérivée du latin parlé dans les régions de l'ancien Empire romain et une des langues d'œil et n'était à l'époque qu'un dialecte parisien qui était prominent et utilisé principalement par la bourgeoisie ou ce qu'on appelle les bobos. Et donc, c'est une langue de l'élite. Et voilà, il est temps de rigoler un peu. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça drôle. Hem, le français d'aujourd'hui, parlé sur tous les continents du monde, n'est que du parisien, en vrai. Alors, le français, est devenu la langue de l'élite, du parlement et de la cour royale. Et en 1539, il y a eu, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a rendu la langue du Nord, alors le français, c'est la langue unifiée du Nord, la langue officielle pour tous les écrits officiels du pays. À long terme, en essayant d'unifier un pays et de faire une nation avec une seule langue et en s'éloignant du latin parlé par le pouvoir de l'Église catholique à Rome, ce texte a mis fin à l'expansion des langues régionales, mais aussi à l'expansion des langues d'oc dans le sud. Même si beaucoup avaient conscience du français par les textes écrits et par les décrits, par euh, par les discours officiels, etc. Euh, Pas tout le monde le parlait tous les jours et pas beaucoup de monde voulait renoncer à leur langue quotidienne, notamment dans le sud. Et le français était toujours considéré pendant plusieurs siècles comme une langue des riches, des bourgeois et surtout des Parisiens, des gens de la capitale. Alors maintenant, on va passer à la Révolution française en 1789. Si la Révolution française a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, elle a marqué le début de la fin pour nos langues régionales. Car pour construire une nouvelle république sans roi, il faut une langue et un peuple unifiés. Le français est devenu la langue d'une nation, une nation qui reprenait sa liberté, son égalité, sa fraternité et son souffle. Dans les écoles publiques et gratuites de la première République, le français était la seule langue d'instruction. La pratique d'autres langues par les élèves était activement découragée, voire punie. C'est pour ça qu'on a maintenant des affiches où c'est marqué «Parlez français, soyez propre». Il est interdit de parler breton et de cracher par terre. Les langues régionales ont fini par tomber derrière le français et étaient considérées comme des patois sales, rustiques, artisanaux, et pour les locuteurs, une source de honte dans une France unifiée. Il fallait attendre jusqu'aux années 50, donc c'est-à-dire 1950, pour que l'enseignement bilingue soit à nouveau autorisé dans les écoles gratuites en France. Mais c'était bien trop tard, le mal était déjà fait. Et depuis lors, les locuteurs et les défenseurs des langues régionales
tentent de récupérer et de réanimer leur langue. Alors, vous vous demandez peut-être, pourquoi je vous explique tout ça, mais je propose rien pour les sauver. Bah, dans un monde parfait, sans autre priorité, sans aucun autre souci ou problème et où tout serait possible, je vous présente mes 3 propositions. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rêver un peu. Alors, numéro un, tout d'abord, je vous propose la création d'une république fédérale, décentralisée et plurilingue, avec des régions qui reflètent plus précisément des histoires, cultures et langues partagées. Même si le français resterait, la seule langue, fédérale, la seule langue, lingua franca. Chaque région peut déclarer des langues coofficielles à l'intérieur de ses frontières et fournir des services de l'éducation, des contenus médiatiques et aussi des documents administratifs dans toutes les langues officielles. Ces langues auraient le même statut que le français et seraient traitées sur un pied d'égalité partout dans les territoires. Chaque région, collectivité ou territoire aurait la liberté de définir sa propre politique linguistique, de garantir les droits fondamentaux des locuteurs et de consolider leurs efforts au niveau de leur enseignement, diffusion et aussi valorisation. Pour moi, comme personne ne connaît mieux les besoins des habitants que les acteurs et les pouvoirs locaux, l'État se plierait à l'échelle régionale à la langue de l'individu et pas l'inverse. Il en résulterait également une plus grande fierté locale et régionale parmi les Français, qui pour moi serait plutôt bien. Je ne suis pas le premier à avoir cette idée d'une France moins centralisée, avec un découpage administratif, avec des collectivités, territoires, régions et départements qui respectent plus les frontières historiques et linguistiques. Même si la carte que j'avais en tête ne ressemblait, pardon, pas nécessairement à celle-ci, je l'aime bien et je trouve que ces divisions, les noms et aussi les drapeaux proposés sont beaucoup plus cohérents, que les anciennes régions avant 2013 et sont 1000 fois meilleurs que les régions actuelles depuis 2013. Alors un grand merci au mec, sur Reddit qui l'a créé. Je trouve ça très sympa. Moi, j'ai pas créé cette carte, donc merci. Et maintenant, on va prendre l'exemple de la Bretagne. Hem, c'est une région qui a fait des pas vers plus d'autonomie en France. Hem, on a vu, récemment, par exemple, le premier livret de famille en 3 langues. C'est la première fois en France qu'on voit un document officiel proposé aux citoyens en 3 langues, en 3 langues, régionales. Et ils ont aussi la possibilité de proposer des projets de signalisation bilingue ou multilingue partout dans le territoire, mais aussi de financer les offices publics de protection des langues minoritaires. Ils ont aussi déclaré, toute la région Bretagne, le mois officiel, de la langue bretonne. C'est la première fois dans l'histoire qu'une région décide de fêter une langue, régionale avec des ateliers et des événements pendant tout un mois. Ils ont choisi le mois de mars, donc ce mois-ci, pour, le mois de gallo et aussi la mois du breton
Et ironiquement, c'est aussi, le mois de la francophonie annuel, que je trouve, plutôt drôle. Aussi, à Rennes, il y a le parlement breton. C'est un parlement régional qui n'existe pas dans d'autres régions, de la France. Hem Ils ont la possibilité de parler et de s'exprimer dans toutes les langues régionales avec un service d'interprétation, pour tout le monde. Hem C'est aussi un exemple d'un parlement qui est un peu moins centralisé. Numéro 2, je propose la modification du deuxième article de la Constitution française, qui est nécessaire pour une nouvelle république fédérale et pour la constitutionnalisation des langues régionales au même niveau que que la langue nationale. Les langues régionales sont beaucoup plus que le patrimoine et les trésors nationaux de la France. Un trésor, c'est comme une couronne, c'est comme un château que nous chérissons, que nous protégeons. Mais une langue, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on fait vivre, qu'on emploie. Le principe de territorialité et de fédéralisme étant délicat à transposer en France, ce principe se heurte aux principes fondamentaux d'indivisibilité de la République, d'égalité et de l'unicité du peuple français et du français comme langue de la République. Une telle modification de la Constitution pourrait inclure des dispositions de co-officialité à l'échelle régionale, garantissant les droits des citoyens à employer, à accéder aux services publics et à apprendre les langues régionales dès l'enfance. De plus, elle faciliterait les décisions du Conseil constitutionnel concernant les lois visant à protéger les langues régionales en éliminant les obstacles qui sont souvent susceptibles de s'appliquer à l'encontre des langues régionales et minoritaires en France. Cependant, malheureusement, toute modification de la Constitution française est un processus complexe et nécessite un soutien significatif au sein du gouvernement, mais aussi de la population pour être adopté. Et pour tout le monde qui a déjà vécu en France, vous le savez très très bien qu'il y aurait beaucoup de grèves, d'émeutes et aussi des manifestations interminables avant, toute modification de la Constitution. Et numéro 3, ma dernière proposition, nous devons nous concentrer sur les jeunes qui sont les futurs locuteurs de ces langues afin de compenser la faible transmission intergénérationnelle depuis plusieurs siècles de ces langues dans le contexte familial. Je propose de révolutionner le cadre pédagogique des langues en décentralisant et régionalisant le système éducatif et en mettant fin à l'éducation nationale pour généraliser la formation des professeurs bilingues, mais aussi l'enseignement des langues régionales comme deuxième langue, après le français bien sûr, comme matière obligatoire à tous les niveaux du système éducatif, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée, et ce dans le cadre de l'horaire normal d'enseignement. Le français, bien sûr, seule langue nationale, doit cependant rester la lingua franca d'enseignement et surtout dans l'enseignement secondaire et supérieur. Et l'option d'une éducation immersive doit rester facultatif. Ça doit rester la décision des parents et de l'enfant. Même si des mouvements de transmission en immersion linguistique sont proposés un peu partout en France, tels que les Calandreta en Occitanie et les écoles Diwan en Bretagne, ces écoles sont majoritairement privées. Il a été jugé par le Conseil constitutionnel en 2021
que ces programmes dits immersifs, dans lesquels une langue autre que le français n'est pas que enseignée, mais employée comme langue d'enseignement principale et aussi la langue de communication parmi les élèves et les professeurs, sont tout le temps à l'école, ne peuvent pas être généralisés ni financés par l'État, car cette disposition méconnaît la Constitution et son deuxième article, c'est-à-dire que le français est la langue officielle de la République. Une modification constitutionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, sera donc nécessaire pour les offrir gratuitement aux élèves dans le système gratuit. Comme avec toutes les langues, les enfants apprennent les langues plus efficacement et plus durablement dès leur plus jeune âge. Et les écoles plurilingues jouent un rôle très important dans la construction d'un avenir multilingue pour la France. Alors, il est l'heure de briser mon rêve et revenir sur Terre. On est tous d'accord que rien de tout cela n'est susceptible de se produire dans nos vies. Mais il existe des moyens de protéger toutes les langues minorisées en France. Et bien sûr, il n'y a pas de petits gestes. Si vous souhaitez apprendre une langue régionale française, envoyez-moi un petit email et je vous indiquerai la marche à suivre pour démarrer votre apprentissage avec des professionnels. Pour freiner le déclin des langues, des petites langues, entre guillemets, les langues régionales, peu importe lesquelles, je vous conseille de les apprendre, de les transmettre à vos enfants, de les parler et aussi d'en parler. Euh, et aussi mettre la pression un peu sur vos pouvoirs régionaux pour faire des petits pas dans la bonne direction à l'échelle régionale. Et surtout, faut pas oublier que la mort d'une langue n'est jamais un phénomène naturel et inévitable. Il peut toujours être évité. Il est urgent d'agir maintenant pour préserver la beauté, l'immense beauté et la diversité linguistique de la France. Toutes les langues sont nées égales dans ce monde, mais elles ne meurent pas égales, surtout dans un pays qui semble résolu à faire effondrer la tour de Babel. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai laissé un peu de temps pour vos questions. Vous avez aussi euh, mon Instagram, mais aussi mon Twitter, mon ex, je sais pas comment on l'appelle, mon ex, mon Twitter, que vous pouvez me suivre et me poser des questions. Je vous ai mis aussi mon email, c'est bonjour@luckylingual.com. Et merci. À tantôt. Euh, alors, on va passer aux questions. On a eu qu'une seule question pour l'instant, je crois. Alors, c'est de Yasmine. Bonjour Yasmine. Merci pour ta présentation. Existe-t-il une différence entre les opinions des plus âgés et des plus jeunes sur la protection des langues locales en France? Ça, c'est une question qui est très, très difficile à dire, à répondre sans poser la question aux locuteurs plus jeunes et aussi plus âgés. Je sais que ces langues régionales sont souvent parlées plus par les gens plus âgés parce que les jeunes, maintenant, ils préfèrent parler ou apprendre les langues telles que l'anglais, l'allemand, mais aussi les langues asiatiques comme le japonais et le coréen, surtout parmi le Gen Z. Par contre, il y a deux, trois langues régionales où il y a un mouvement qui est énorme parmi les jeunes, notamment pour le breton, à Rennes et dans les grandes villes comme Nantes. Je sais qu'il y a des endroits
à Rennes, par exemple, des pubs et des espaces, culturels qui sont dédiés aux jeunes pour pratiquer ces langues. Mais aussi il y a des programmes qui visent les jeunes, qui sont faits pour les jeunes pour apprendre le breton, en immersion, et aussi en stage d'été. Donc il y a maintenant la possibilité, pour les adolescents, mais aussi les jeunes professionnels, de passer une semaine, avec d'autres jeunes, hem, dans une communauté bretonnante, pour démarrer l'apprentissage du breton. Pour les autres langues régionales, je ne sais pas. Je sais que, aussi, pour l'alsacien, il y a un parcours scolaire qui vient d'être, mis en place, hem, depuis je pense, en 2022. C'est la première fois, la première fois, dans l'histoire alsacienne que que les jeunes alsaciens peuvent suivre, une éducation immersive en alsacien, et ça, c'était suite aux manifestations, où il y avait beaucoup de jeunes présents. Et donc je dirais que oui, ça commence, mais uniquement dans certaines grandes villes et dans certaines, régions. Merci pour ta question. Et on a une deuxième petite question de Timothy. Une présentation intéressante, merci. La situation, des langues minoritaires en Wallonie, la Wallonie, c'est la partie francophone de la Belgique, la partie juste à côté de l'île. En Suisse, mais aussi au Québec, c'est comment? Est-ce que tu pourrais faire une comparaison avec la situation en France? Alors, ça, c'est une question qui est super intéressante. Merci de me l'avoir posée. Alors, il faut savoir que la situation est complètement différente. On ne peut pas comparer les autres pays francophones avec la France. La Wallonie, c'est la moitié, de la Belgique, et aussi le français est la langue, est une des langues officielles, est une des langues officielles de la Belgique. Pareil pour la Suisse, le français hem, est une langue officielle en Suisse avec les mêmes protections, que l'allemand, par exemple, et pareil pour le français au Québec, qui est la seule langue officielle. Si v si tu avec cette question, tu veux parler des langues, régionales, et des langues, minoritaires dans ces endroits, par exemple le wallon et le picard en Wallonie, le romanche, je pense, en Suisse, et aussi, les langues autochtones, au Québec, je sais que c'est à peu près la même situation et ils ont les mêmes défis. Ils sont entourés, hem de langues qui sont très imposantes, par exemple le français et l'anglais, et le néerlandais, en Belgique, et ils ont du mal à survivre, et c'est uniquement avec des changements, des changements fondamentaux, surtout au niveau de la loi et du système éducatif, on va pouvoir, sauver ces langues. Merci beaucoup pour ta question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Hem, oui, il y en a d'autres. Super. Hem, Ça vient de Mathieu. Merci beaucoup. Est-ce que tu entends souvent du flamand ou du picard à Lille? Alors, l'île est située, entre les 2 zones linguistiques. Donc, au nord de l'île, ils parlent plus le flamand, et vers le sud, entre Lille et Paris, ils parlent plus le picard ou le wallon. On l'entend pas vraiment.
malheureusement. Le français est partout, ici. On entend parfois le flamand, parce qu'on a beaucoup de touristes, on a beaucoup d'étudiants Erasmus de la région flamande, qui est à moins de 15 kilomètres d'ici. Donc on l'entend. On a des panneaux aussi en flamand, mais ça c'est surtout pour les touristes. Malheureusement, on n'a pas d'annonce en flamand dans le métro à Lille. On n'a pas de panneaux bilingues en dehors des zones touristiques à Lille. Et aussi, on n'a pas de parcours pédagogique pour apprendre le flamand ou pour apprendre quelque chose en flamand ici. On a la maison du néerlandais à Bailleul et aussi à Lille qui essaie d'enseigner le flamand aux Lillois, mais c'est vrai que les groupes sont très très petits et comme j'ai expliqué tout à l'heure, surtout les jeunes, ils préfèrent apprendre le japonais pour lire le manga, le coréen pour le K-pop, ou l'anglais pour aller travailler ou étudier à l'étranger. Hem, heu, si, on sort un peu, de la métropole, lilloise et on va vers le nord, c'est la région entre Lille et Dunkerque, et Bredune, on entend le flamand, notamment dans les petits villages et les villes, traditionnelles. Par exemple, Bailleul, Cassel, on voit beaucoup plus, de flyers, par exemple, on voit des panneaux, on voit des cartes dans les restos qui sont aussi en flamand. Hem Et on entend surtout, chez les plus âgés, le flamand. Hem, il y a aussi, une variante du picard, qui est parlée à Lille. Ça s'appelle le ch'ti. Je ne sais pas si vous connaissez le film Bienvenue chez les Ch'tis, mais le ch'ti, c'est aussi une variante de la langue picarde. On l'entend, notamment, dans la musique. Donc parfois, il y a des soirées culturelles à Lille où on peut entendre le picard, notamment, la variante ch'ti. Mais c'est uniquement par question de fierté régionale, et de montrer, aux touristes que la région est un peu différente, qui est un peu spéciale. Heu, mais tous les jours, c'est le français. C'est le français qui règne. S'il y a pas plus de questions, je vous souhaite, une excellente, journée. Amusez-vous bien au Polyglot Gathering. Merci d'avoir pris le temps de venir m'écouter aujourd'hui. Si vous voulez apprendre le français en France et si vous voulez venir à Lille, vous pouvez m'envoyer un email. On pourra aller boire un verre et je peux vous montrer un peu les plats régionaux et les bières locales ici à Lille. Et si, vous voulez, vous lancer dans l'apprentissage d'une langue régionale en France, j'ai beaucoup de contacts, même si je les parle pas toutes, je peux vous donner, la marche à suivre pour démarrer votre apprentissage, des langues, régionales. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. Au revoir.